Merci. Le Taiho était censé être le navire de tête d'un nouveau type de porte-avions japonais. Malheureusement pour eux, il s'est avéré que ce serait le seul navire de sa classe à être construit. Fait intéressant, alors que la marine américaine avait opté pour des ponts d'envol non blindés sur ses porte-avions de classe Yorktown et Essex, et que les Britanniques avaient dit fait le contraire avec des ponts d'envol blindés dans tout, sauf l'Arc Royal, les Japonais, bien que leurs porte-avions d'avant-guerre étaient non blindés de la même manière que les Américains, avaient décidé d'emprunter une troisième voie en ce qui concerne leur construction de la fin des années 30 et de la guerre. D'une part, pour la rapidité et la facilité de construction, ils avaient commandé plus d'une douzaine de la classe Unryu, qui était une conception modifiée de la classe Iryu. Ces navires étaient aussi du type à pont d'envol non blindé et étaient une des évolutions basiques des philosophies de conception japonaises jusqu'à ce point. Cependant, Taiho était une conception de type Shikaku fortement modifiée, peut-être en anticipant de manière presciente que leur porte-avions subirait une énorme quantité de coups, le Taiho était censé encaisser plusieurs coups et rester encore comme une unité de combat, et pour cette raison, elle portait un pont d'envol blindé et une ceinture blindée. Ainsi, les Japonais avaient le décidé pourquoi pas les deux, et construisaient en même temps des porte-avions blindés et non blindés, bien que le coût plus élevé et la complexité technique de la classe Taiho signifiaient que seul le Taiho et 5 d'une variante améliorée devaient être construits aux côtés des 15 Unrius. Juste une petite note à part, mais je pense que les conventions de nommage japonaises ont besoin d'un peu plus de reconnaissance, car pour la plupart des gens, Taiyo ressemble juste à un autre mot japonais, alors que si vous regardez vraiment la traduction, cela signifie Grand Phénix, ce qui est en fait un nom assez impressionnant pour un navire à avoir, et quand vous revenez sur beaucoup de conventions de nommage de navires capitaux japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ces navires ont en fait des noms qui sonnent très cool, ainsi que le standard nommons un navire d'après un État ou une ville que beaucoup de gens à travers le monde semblaient aimer faire avec leurs navires de guerre. Comparé au Shikaku sur lequel il était basé, le Taiho a sacrifié environ un escadron d'avions en échange de son armure, étant capable de transporter environ 65 avions au combat. L'armure du navire se composait d'un pont supérieur de 3 pouces d'épaisseur et d'un pont inférieur avec une plaque d'armure de 1,3 pouces. De plus, une ceinture d'armure d'épaisseur variable courait le long du côté du navire, étant juste au-dessus de 2 pouces d'épaisseur sur les espaces de machinerie et de 6 pouces d'épaisseur sur les espaces de magasin. Ce type d'armure latérale lourde était en fait en excès même des porte-avions blindés britanniques et était l'un des plusieurs défauts de conception présents dans le Taiho. Vous pourriez remarquer à partir des images que nous vous avons montrées que le Taiho semble être assez bas dans l'eau par rapport à la plupart des autres porte-avions, y compris les britanniques qui sont assez hauts au-dessus de l'eau, et cela était le résultat du poids de cette armure latérale. Le navire était en fait si bas dans l'eau que son pont d'envol inférieur était juste au-dessus de la ligne de flottaison et ses deux puits d'ascenseur étaient en fait en dessous de la ligne de flottaison, bien que évidemment les ascenseurs eux-mêmes étant montés dans les puits étaient juste au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui est tout aussi bien. Ce facteur reviendrait la hanter plus tard. De plus, alors que les magasins de bombes et de torpilles, comme nous l'avons expliqué plus tôt, étaient fortement protégés par des armures, les réservoirs de carburant pour le carburant d'aviation utilisé par ces avions n'étaient que partiellement protégés et cela reviendrait également la hanter lors de sa dernière bataille avec 8 chaudières générant 160 000 chevaux, elle était capable de dépasser légèrement 33 nœuds, ce qui était assez rapide et très utile pour un porte-avions, car évidemment, ils doivent être capables de maintenir une vitesse élevée pour augmenter la vitesse apparente de l'air sur le pont afin de faire décoller les avions aussi rapidement et efficacement que possible. Pour rendre le navire plus résistant au feu, le pont d'envol était recouvert de latex au lieu de planches de bois sur l'armure.
C'était plus rapide à appliquer et plus facile à réparer, cependant, c'était un peu moins antidérapant et pouvait se fissurer avec le temps, surtout lorsqu'il était exposé à un temps froid. Elle était également censée être équipée de catapultes pour aider ses avions à décoller. Cependant, un design de catapulte viable n'était pas prêt au moment de sa construction et donc, à la place, ils ont collé un tas de fusées dans les zones de stockage pour aider les avions à décoller de cette façon, c'est-à-dire attachez une paire de fusées sur le côté de l'avion, comme la mèche bleue, retirez-vous et espérez que le pilote soit assez bon pour garder le contrôle jusqu'à ce qu'il puisse se débarrasser des fusées. Pour la défense, le Taiho serait équipé de plusieurs ensembles de radars ainsi que d'une batterie secondaire anti-aérienne de 12 canons anti-aériens de 3,9 pouces dans 6 tourelles jumelles, 3 de chaque côté, et un total de 51 des plutôt effroyables canons anti-aériens de 25 mm en 17 montures triples. Bien qu'à être parfaitement honnête, ils auraient probablement pu simplement ne pas les installer ou peut-être échanger ce poids pour d'autres canons anti-aériens, littéralement n'importe quel autre canon anti-aérien, et cela aurait eu un effet plus bénéfique. La conception du Taiho a été finalisée avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été posée avant que le Japon n'entre dans la Seconde Guerre mondiale avec l'attaque sur Pearl Harbor, sa date de pose étant le 10 juillet 1941. Elle serait lancée en avril 1943 et mise en service en mars 1944. Cependant, comparée à la flotte avec laquelle elle était censée entrer en service, qui aurait compté plus de 20 porte-avions selon les divers plans que la marine japonaise avait établis, à la mi-1944, la situation était quelque peu différente, la marine des États-Unis ayant eu son mot à dire sur le nombre de porte-avions que la marine impériale japonaise possédait encore. Ainsi, seulement 3 mois après sa mise en service, le Taiho se retrouverait à participer à la bataille de la mer des Philippines en juin 1944. Le matin du 19 juin, le Taiho lançait ses avions pour faire partie de la deuxième vague d'attaque japonaise. Cependant, son destin n'était pas d'être attaqué par des avions de porte-avions américains, mais plutôt par des sous-marins, puisque l'United States Ship Albacore les avait repérés plus tôt ce matin-là et s'était préparé pour un tir. À ce stade, le bureau de l'ordonnance avait été traîné de force dans la réalité par divers capitaines de sous-marins de la marine américaine, et l'Albuquerque avait tiré une salve de 6 torpilles sur le porte-avions. L'un des pilotes des avions d'attaque de Taiho a vu les torpilles arriver, et dans une grande démonstration de dévouement à son devoir, il a piloté son avion directement dans la mer, sur la trajectoire de l'une des torpilles, ce qui l'a fait exploser avant d'atteindre sa cible. Des 5 torpilles restantes, 4 d'entre elles ont manqué leur cible, mais malheureusement pour la bravoure de ce pilote, la 6e torpille a toujours trouvé sa marque, touchant le porte-avions sur le côté tribord, juste devant l'île. Initialement, le Taiho paraissait avoir assez bien résisté à l'impact. Bien que l'ascenseur avant ait été bloqué, le vice-amiral Azawa a ordonné qu'il soit recouvert de planches afin que les opérations aériennes puissent reprendre, et le navire n'avait perdu qu'environ 1 nœud et demi en vitesse, et cela était principalement pour réduire la force de l'eau qui traversait la coque. Aucun incendie ne semblait avoir démarré, et ainsi le porte-avions a continué à lancer 2 autres vagues d'avions. Malheureusement, ce qui n'était pas immédiatement apparent, c'est que ces réservoirs de carburant partiellement blindés et leur conduite d'alimentation avaient été rompus par l'impact, et de l'essence d'aviation s'accumulait rapidement dans la fosse de l'ascenseur avant. Quand cela s'est évaporé plus tard, les ponts supérieurs et inférieurs du hangar ont été imprégnés, les transformant en d'immenses bombes à air carburant. Le danger que cela représentait n'a pas échappé à l'équipage, car l'odeur de l'essence qui s'évapore est assez évidente. Cependant, le navire n'étant en service que depuis 3 mois, ils n'étaient pas très expérimentés, et donc leurs efforts pour contrer ce danger croissant étaient quelque peu inefficaces. L'une des choses qu'un équipage expérimenté aurait faites aurait été de recouvrir l'essence avec de la mousse provenant du système d'extinction d'incendie du navire afin d'empêcher qu'elle ne s'évapore davantage, et évidemment les vapeurs accumulées devaient être évacuées des ponts du hangar, mais malheureusement, en raison de leur inexpérience, l'équipage n'a pas utilisé la mousse d'extinction d'incendie parce qu'il n'y avait pas de feu, et leurs tentatives de ventilation des ponts du hangar ont également été relativement infructueuses. Cela était en partie dû à sa conception car, avec des hangars entièrement fermés, toute ventilation devait provenir de l'ouverture physique de trous dans le hangar lui-même.
Ils ont tenté plusieurs approches à leur actif. Ils ont essayé d'ouvrir les véritables portes de conduit de ventilation qui étaient installées à cet effet, ils ont baissé l'ascenseur arrière, et ils ont même brisé certaines des hublots du navire, mais tout cela n'a pas été d'une grande utilité. Et c'est à ce moment que l'erreur fatale a été commise. L'officier en chef de contrôle des dommages a ordonné de mettre les systèmes de ventilation du navire à plein régime et d'ouvrir toutes les portes et trappes qui pouvaient être ouvertes afin d'essayer de faire sortir ces fumées du pont d'envol. Malheureusement, cela a simplement eu pour résultat que le système de ventilation a réparti les fumées de manière uniforme dans tout le navire, et bien que les équipes du pont d'envol aient été relativement bonnes pour garder cette zone sans étincelles et sans flammes, quand on parle d'un navire entier avec beaucoup de systèmes électriques, de moteurs, de chaudières, etc., il y aura inévitablement des étincelles quelque part dans le navire, et vers 2h30 de l'après-midi, l'une de ces étincelles a coïncidé avec cette partie particulière du navire remplie de vapeur d'essence, et il y a eu une explosion massive. La force de celle-ci était telle qu'un officier survivant sur le pont a vu le pont d'envol entier se soulever comme une vague, et les côtés du navire ont explosé en d'énormes boules de feu. Il était très clairement condamné à ce stade. Bien que les destroyers et le croiseur Aguro aient évacué autant de survivants qu'ils le pouvaient, une deuxième explosion massive a traversé le navire environ 2 heures plus tard, et elle coulerait par l'arrière, emportant 650 de son équipage de 2150 avec elle. Bien que des défauts dans sa conception aient contribué à sa chute, en particulier les puits des ascenseurs d'avion étant si bas qui avaient permis au carburant, à l'essence et à l'eau de mer de s'accumuler en eux après le coup de torpille, le facteur contribuant principalement à sa perte était le mauvais contrôle des dommages démontrés par son équipage relativement inexpérimenté. On peut le dire parce que lorsque vous regardez sur papier le nombre de systèmes de contrôle des dommages que le Taïo avait, une équipe de contrôle des dommages expérimentée aurait pu utiliser ces systèmes pour se débarrasser relativement facilement des vapeurs d'essence du navire, bien que compte tenu de l'issue de la bataille de la mer des Philippines, cela n'aurait probablement fait que retarder l'inévitable jusqu'à ce qu'une vague d'Avengers ou de Dauntless se présente. Cela contraste assez significativement avec l'excellente formation et l'effort déployé par les équipes de contrôle des dommages sur les porte-avions américains qui ont pu ramener leurs navires à la maison assez souvent, malgré des niveaux de dommages absolument horrifiques. Le Franklin et le Bunker Hill sont évidemment les mots d'ordre pour ce type particulier d'incident, mais même lorsque vous regardez les porte-avions qui ont été perdus comme le Yorktown ou le Lexington, même sur ces navires, les efforts de contrôle des dommages ont réussi à maintenir les navires à flot pendant des périodes considérables et ont abouti à la sauvegarde de la plupart de leurs équipages. Finalement, alors le Taiho et son destin illustrent une leçon très importante que la plupart des marines sont soit forcés d'apprendre, soit violemment rappelés à divers moments de leur histoire, à savoir que vous pouvez avoir le plus grand, le plus méchant, le plus lourdement armé, le plus lourdement blindé, le navire le plus technologiquement avancé, mais finalement si votre équipage n'est pas à la hauteur, vous n'avez vraiment rien qui vaille la peine d'être appelé une machine de combat. Souvenez-vous de bien traiter et former vos équipages, ainsi l'équipage et le navire rentreront à la maison à la fin de l'opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une suggestion de navire à examiner. N'oubliez pas de marquer votre question avec Q et R si vous voulez laisser une question pour le bassin de Radub.